Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef de La Croix, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Le pouvoir face à la rue », et il est ainsi chapeauté. Après s'être intéressé aux enjeux de fond de la réforme des retraites portée par le gouvernement, Le 1 cherche à comprendre ce qui se noue entre le pouvoir et la rue. Dans l'émission de dimanche dernier, au cours d'un échange inhabituellement vif entre Jean-Louis Bourlange et moi, j'ai laissé échapper le qualificatif d'escroc à propos de M. Bernard Arnault. Il s'en est suivi un certain nombre de courriels dont la plupart regrettaient que nous ayons cédé à l'émotion et que dans un moment d'emportement, j'ai employé un qualificatif dont je reconnais qu'il était inapproprié et d'autres courriels pour me faire remarquer qu'en France, l'État joue dans l'économie un tel rôle qu'il n'est guère de fortune qui ne lui doivent l'essentiel de leur fondation. Cela ne m'a pas échappé, comme il ne m'a pas échappé que M. Arnault a bâti la sienne sur le dépeçage d'un empire textile, que l'État, représenté par M. Fabius, l'a aidé à acquérir en échange de l'engagement d'en sauvegarder les emplois. M. Arnault n'a nullement tenu cet engagement. Le groupe Boussac a été dépecé, revendu par appartement et, avec une mise initiale de 40 millions de francs, M. Arnault s'est retrouvé 3 ans plus tard possesseur d'un magot de 8 milliards. La Commission européenne l'a bien condamné à rembourser une partie des aides qu'il avait encaissées, c'est-à-dire 340 millions. Mais que sont 340 millions quand vous disposez de 8 milliards ? Si j'étais resté maître de moi, je n'aurais donc pas dit escroc, mais tricheur. Nous mettrons en ligne mercredi la première de nos conversations avec Vincent Guerre, l'antiquaire et miroitier qui a rénové les 357 glaces de la Galerie des Glaces du château de Versailles, chantier colossal qui a duré 3 ans et qui lui a révélé les techniques employées par les meilleurs artisans miroitiers de la couronne. Je vous rappelle enfin que vos dons, soutiens sous toutes leurs formes, mais surtout sous forme de virement ou de chèque, sont les très bienvenus et surtout les très nécessaires à notre indépendance. Nous allons maintenant nous intéresser au Brexit 6 ans après. Le Brexit a été voté en juin 2016 et la sortie effective du marché unique européen a eu lieu le 1er janvier 2021. Difficile de faire précisément le tri entre le Brexit, la pandémie, le choc énergétique et le chaos politique, mais les faits sont là, l'économie britannique décroche plus qu'ailleurs. Selon les calculs du Center for European Reform, groupe de réflexion britannique, entre le 2e trimestre 2016, date du référendum, et celui de 2022, le Royaume-Uni a connu une croissance inférieure de 5,5% à celle d'un groupe d'une quarantaine de pays comparables qui connaissaient les années précédentes une croissance similaire. Le volume du commerce extérieur britannique a également augmenté de 7% de moins que ce groupe et les investissements sont de 11% inférieurs. Sur un an, ce serait 40 milliards de recettes fiscales perdues pour le gouvernement, un trou qu'il a fallu compenser dans le budget de rigueur concocté en urgence par le chancelier de l'Échiquier en novembre dernier, avec 55 milliards de livres de hausse d'impôts et de baisse de dépenses, 30 milliards pour les secondes, 25 milliards pour le premier. Le Center for European Reform estime en outre que la fin de la libre circulation a entraîné un manque à gagner de 330 000 travailleurs européens qui seraient sans cela arrivés sur le marché du travail depuis 2 ans. Selon l'Office national statistique britannique, 28% des entreprises de plus de 10 salariés se disent concernées par les pénuries et parmi elles, 40% ne peuvent pour cette raison répondre à la demande. Le mécontentement social accumulé après des années d'austérité, avec néanmoins une pause durant la pandémie, et de sous-investissement dans les services publics, éclate désormais avec une longue série de grèves inédites depuis les années 70, dont celle cette semaine des 360 000 infirmières du service national de santé.
Depuis janvier, ce sont désormais 60% des Britanniques qui affirment que la sortie de l'Union européenne a été une erreur, contre 40% qui la soutiennent. Le basculement a commencé à l'été 2021, les Britanniques étaient alors partagés à 50-50, et depuis, les deux courbes s'éloignent progressivement. Le pourcentage des Brexiteurs qui pensent que c'était une erreur a grimpé de 4 à 19%. Friands de néologisme, les Britanniques ont trouvé un nom pour désigner le sentiment de regret du Brexit, le Brigret. Et il est particulièrement prononcé chez les Londoniens, 7 sur 10 pensent que c'était une erreur de quitter l'Union. Autre néologisme apparu pour désigner ceux qui souhaitent revenir dans l'Union européenne, les Rejoiners, nombreux chez les jeunes qui n'avaient pas l'âge de voter en 2016. Sur cette question, Nicole Nesotto. Oui, alors c'est toujours difficile de faire des pronostics sur des questions politiques, mais là, une fois n'est pas coutume, nous avions raison, nous avions tous raison. Le Brexit a été un désagrément pour l'Union européenne et c'est toujours un cataclysme global pour le Royaume-Uni. Vous avez cité plein de chiffres, Philippe, je ne vais pas en rajouter. Je voudrais simplement dire qu'à côté de la catastrophe économique et sociale, notamment, il y a aussi une crise politique majeure. Ce pays qui a inventé la démocratie a donné pendant toutes ces négociations un spectacle parlementaire absolument lamentable. Ils ont épuisé 5 premiers ministres en 6 ans. Et quant à la carte diplomatique que le Royaume-Uni a essayé de jouer vis-à-vis de l'Union européenne, elle a parfaitement échoué, puisque pour l'Union européenne, le Brexit est devenu une question technique. On est passé complètement à autre chose, alors que les Britanniques pensaient pouvoir nous accrocher dans leurs difficultés pendant 20 ans. Donc là aussi, ils ont parfaitement échoué. Alors avant d'examiner peut-être les deux raisons de fond pour lesquelles, à mon sens, cet échec était inévitable, je voudrais quand même sauver un peu la mise des Anglais et dire qu'il y a quand même 2 bonnes nouvelles pour eux dans ce Brexit. Premièrement, en dépit des craintes que nous avions, le Royaume-Uni, pour l'instant, est resté uni. D'une part parce que Joe Biden a bien fait comprendre au Premier ministre britannique que s'il touchait aux relations avec l'Irlande, ça en serait fini de la special relationship avec le Royaume-Uni. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, parce que l'Écosse, dont la Première ministre Nicola Sturgeon aspire toujours à un référendum sur l'indépendance, je rappelle que les Écossais ont voté à 62% pour le Remain, eh bien l'Écosse est dépendante d'une autorisation de Londres pour faire son référendum sur l'indépendance, et il est fort probable que Londres ne lui donnera jamais l'autorisation. Donc l'unité du Royaume, en tout cas à ce jour, reste préservée. Et la deuxième bonne nouvelle pour les Anglais, c'est que l'OTAN leur redonne une marge de manœuvre diplomatique, en tout cas européenne, parce que la guerre en Ukraine a mis en première ligne l'OTAN comme organisation de défense, que les Britanniques y jouent un rôle majeur. Ils ont le DSACR, c'est-à-dire le deuxième commandement en chef de l'OTAN après les Américains, et que pour les Anglais, ça a été une façon de retrouver une image, un rang. S'ils avaient été français, ils auraient dit un rang sur la scène européenne. Donc voilà, ça, ce sont les bonnes nouvelles. Pour le reste, c'est effectivement une catastrophe. Alors, deux hypothèses pour expliquer cette catastrophe. Je dirais, c'est la cécité des grands banquiers et la bêtise des nationalistes. Je m'explique. Le Brexit a été une collusion assez incroyable, assez contre nature, entre d'un côté des grands banquiers qui voulaient faire du Royaume-Uni sans contrainte ni règles financières, une espèce de ce qu'ils appelaient Hong Kong en Europe ou de Singapour en Europe, c'est-à-dire ce qui a été appelé le Global Britain, c'est-à-dire un centre totalement libre, indépendant, où la finance internationale permettrait une prospérité phénoménale. Et de l'autre côté, donc une collusion entre ces grands banquiers et la petite classe moyenne, rurale, désargentée, pas très éduquée, qui a cru aux sirènes qu'on leur racontait sur la manne qui allait retomber en matière notamment de prestations sociales après le Brexit. Or, ces grands banquiers se sont trompés. Et ça, c'est un peu... c'est
inattendu d'une part, et c'est intéressant à noter. Pourquoi? Parce qu'ils ont parié sur l'explosion continue de la mondialisation. Et le Brexit a eu lieu au moment où la mondialisation commençait à se renverser. Et avec la guerre en Ukraine, on voit bien d'une part qu'ils ont perdu tous les oligarques russes, qui étaient une des grandes parties, je crois. Certains chiffres donnent que 30% des avoirs de la City viennent de l'argent sale russe. Et d'autre part, avec le retour d'un certain protectionnisme, y compris aux États-Unis, la mondialisation aujourd'hui ne permet plus aux Anglais de jouer Global Britain, il leur permet à peine d'être provincial Britain, si on peut dire. Donc ça, c'était une cécité, une courte vue de la part des dirigeants de la finance britannique de ne pas avoir senti que le vent de la mondialisation tournait. La deuxième raison, c'est ce que j'appelle la bêtise des souverainistes ou des nationalistes, c'est-à-dire qui ont cru qu'en sortant de l'Union européenne, la masse de normes, de régulation qui est effectivement énorme, tout ce qui a été appelé la bureaucratie bruxelloise, ils ont cru que ceci libérerait la créativité et le commerce britannique. En fait, c'est le contraire qui s'est passé, puisque maintenant, non seulement les droits de douane augmentent parfois, sont parfois multipliés par 3 pour exporter en Union européenne, qui reste le premier marché fondamental du Royaume-Uni, mais surtout les temps. Le délai pour l'exportation a été multiplié par 10. Pourquoi? Parce que pour chaque produit anglais exporté dans l'Union européenne, il faut que l'Union européenne vérifie qu'il est conforme aux normes sanitaires, environnementales, chimiques, etc. Du coup, beaucoup de PME britanniques font faillite parce qu'ils ne peuvent plus exporter à des prix qui soient encore concurrentiels. Et ça, c'était aussi inattendu de leur part, et ça a été une des raisons, je crois, majeures aujourd'hui, du retournement de la population, parce que, en plus des mensonges qui ont été reconnus comme tels, notamment par Boris Johnson, qui dit « moi j'ai menti, où est le problème ?» En plus de ces mensonges, il y a effectivement l'effet de marché qui ne s'est pas produit à cause du retournement de la mondialisation et à cause de la rigueur normative de l'Union européenne. Heureusement que vous nous aviez dit que vous ne vouliez pas introduire le sujet, parce que si vous aviez voulu l'introduire, vous l'auriez préparé. Michel Elchaninoff. On utilise souvent la métaphore du divorce pour parler du Brexit, et en effet, c'est opportun. Mais alors, on se rend compte parfois qu'après avoir divorcé, certaines personnes se rendent compte que leur nouvelle vie n'est pas forcément beaucoup plus rose que celle d'avant, et même parfois qu'elle est pire. Mais la question, le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte tout de suite, et que parfois c'est difficile à exprimer après les affres de la séparation. Et donc à ce moment-là, on a tendance à dire que le problème, c'est pas d'avoir divorcé, mais qu'on a rencontré des problèmes imprévus, ou qu'on portait déjà ce mal de vivre depuis longtemps, ce qui est le cas de pas mal d'hommes politiques et dirigeants britanniques actuellement. Plus sérieusement, après presque 7 ans, peut-être 7 ans de réflexion et 2 ans après le Brexit et 2 ans après la séparation effective, c'est un peu tôt pour décider si ce divorce était un ratage ou le début d'une nouvelle vie, même si les chiffres que vous citez, Philippe, sont éloquents sur les retombées économiques et sociales de ce Brexit. Mais bon, soyons sages, comme dit Hegel, la chouette de Minerve ne se lève qu'à la tombée de la nuit, donc on ne sait pas encore, quoique il faille revenir, je crois, vous avez raison Nicole, au projet initial de ce divorce du Brexit. C'était le fameux projet singapourien, l'union libre, c'est-à-dire l'idée de se détacher des réglementations européennes qu'on trouvait trop contraignantes et de regagner sa liberté. Et donc mettre en place des ports francs, avoir la capacité de s'endetter sans craindre les foudres de Bruxelles et attirer tous ceux qui veulent payer moins d'impôts. Et puis surtout, la perspective d'accords commerciaux, comme disait à l'époque Donald Trump, juteux avec les États-Unis et d'autres pays. Boris Johnson promettait alors un nouvel âge d'or pour le Royaume. Le plan, donc, c'était de créer un pays agile, innovant, qui peut s'adapter très vite aux transformations, qui joue à plein la concurrence avec ses voisins. Donc une sorte d'union de cités libres qui commercent entre elles. Une union libre contre la lourdeur du mariage avec Bruxelles. Alors où en sommes-nous aujourd'hui ? Le Royaume-Uni a signé des accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais toujours pas avec les États-Unis ni la Chine.
donc l'effet sur l'économie est mince. Ce qui est intéressant, c'est que l'accord avec l'Inde non plus n'est pas finalisé. Alors Rishi Sunak, le Premier ministre, est d'origine indienne, mais l'Inde réclame qu'on autorise plus de migration vers le Royaume-Uni, et une majorité de citoyens britanniques qui est opposée. N'oublions pas que, comme vous le disiez, Nicole, que le rejet de l'immigration a été aussi une des pulsions des partisans du Brexit. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que les moteurs du Brexit, c'est-à-dire d'un côté retrouver la liberté, de l'autre côté freiner l'immigration, sans compter la manne qu'on attendait et qui n'est jamais venue, en fait, entrent en contradiction. Et donc là, on se rend compte que dès le début, il y avait une contradiction dans les moteurs, les causes effectives du Brexit. Autre contradiction, d'un côté, la volonté de déréglementer le pays pour en faire cette plateforme défiscalisée aux portes de l'Europe, et en même temps demander plus d'intervention de l'État. Donc en fait, si le projet Singapour n'a jamais vraiment décollé, c'est parce que finalement les motivations des électeurs étaient sans doute en conflit les unes avec les autres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette tension, elle se retrouve actuellement dans l'action du gouvernement, qui adopte un budget d'austérité tout en faisant face à une crise sociale majeure qui nécessiterait plus d'intervention de l'État. Donc en fait, il y avait peut-être déjà un problème dans ce nouveau projet de vie. Alors, 7 ans, presque 7 ans, qu'est-ce qu'on peut envisager maintenant ? Vous connaissez l'expression, il y a un sous-genre à Hollywood qui s'appelle les comédies de remariage, que Stanley Cavell, le philosophe américain, a thématisé, sur lequel il a beaucoup écrit, comme L'impossible Monsieur Bébé de Howard Hawks ou New York Miami de Frank Capra, sur des couples qui se séparent et puis qui, après avoir vécu des expériences dans la vie, finissent par se remarier. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une comédie de remariage entre l'UE et le Royaume-Uni ? Pas du tout. Actuellement, il n'en est absolument pas question. Il faudra attendre des années, voire des décennies pour que même cette question soit envisagée, même si des rapprochements sur la défense, un alignement du Royaume-Uni sur les normes agroalimentaires européennes permettrait peut-être d'alléger les contrôles. Donc, c'est un divorce difficile, et je crois que 7 ans de réflexion montrent aux Britanniques que c'était sans doute un mauvais projet, et en tout cas que le remariage, malheureusement, n'est pas d'actualité. Isabelle de Golemin. Oui, alors un mauvais projet peut-être, mais je suis pas tout à fait d'accord avec le qualificatif de catastrophe, parce que oui, c'est pas bien pour la Grande-Bretagne ce qui se passe aujourd'hui, mais est-ce que ça aurait été mieux si le Brexit n'était pas passé, vu l'état dans lequel étaient les Anglais à l'époque, l'état de fébrilité et de désunion entre eux, peut-être ça aurait été aussi catastrophique, voire pire. Parfois, un divorce, ça évite aussi que les conjoints s'entretuent. Donc voilà, moi je trouve que la politique fiction, c'est toujours un peu compliqué là-dessus. Puis il y a aussi une autre chose qui me marque, c'est que en fait, en ce moment, il y a une grosse grève en Grande-Bretagne dans le secteur de la santé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les bus qui faisaient la publicité pour le Brexit disait on va sauver votre système de santé. Donc c'est exactement l'inverse qui se passe. Et effectivement, le bilan il est pas bon, mais voilà, moi je me méfierais de savoir qu'est-ce qu'aurait été le bilan si ça s'était pas passé. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Alors c'est vrai que pour l'Irlande du Nord, il va falloir sans doute que Bruxelles lâche un peu, parce que on va pas se refaire une autre guerre. Il y a déjà la guerre en Ukraine, une autre guerre en Europe pour ça. Donc là, je pense qu'il faut que les accords soient un peu revus et que Bruxelles soit plus souple là-dessus, et effectivement il y a les États-Unis derrière. Ensuite il y a sans doute, alors c'est marrant parce qu'on voit des élus anglais qui commencent à dire oui, alors on pourrait finalement rentrer dans le marché intérieur, mais dans ce cas-là il faut qu'on ait la possibilité d'en discuter les conditions. Alors là c'est le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière avec, enfin, donc ça je pense que c'est pas possible. Par contre ce qui pourrait, c'est être plus conforme eux-mêmes aux normes européennes et de manière assez pragmatique s'insérer plus à fond dans le marché commun, mais de manière pragmatique. Alors, il y en a qui réclament un statut comme la Suisse, mais là, je crois que Bruxelles, enfin, Nicole, vous savez mieux que moi, Bruxelles ne voudra jamais, parce que déjà, elle voudrait réviser ce statut de la Suisse, donc c'est pas possible. Donc, je pense que c'est plutôt à la Grande-Bretagne de faire un effort, et puis peut-être, effectivement, de régler son propre problème. En fait, le gros problème, c'est que ce Brexit a été fait sur une espèce de manipulation entre des gens qui pensaient idéologiquement qu'on pourrait s'en sortir avec un système ultralibéral, et des gens qui voulaient un État plus protecteur. Donc là, il y a quelque chose qui va pas. Et ce qui est
peu embêtant, c'est qu'aujourd'hui encore en Grande-Bretagne, on n'arrive pas à discuter de ça. Ça reste un tabou et peut-être faut-il d'abord que les Britanniques discutent avec eux-mêmes. Alors moi, j'aimerais aussi qu'on se dise, c'est vrai que pour l'Europe, parce que pour nous, finalement, qu'est-ce que ça a changé? On s'est dit à un moment, tout le monde va faire comme la Grande-Bretagne, il va y avoir des Brexit partout. Finalement, c'est pas le cas, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ceci dit, quand on lit le livre de Jonathan Coe, qui est le cœur de l'Angleterre et qui raconte très très bien cette espèce de montée vers le Brexit, on voit quand même que les problèmes qu'a eu à régler la Grande-Bretagne, on les a tous, quoi. Ce problème, effectivement, entre un État protecteur, un État libéral, ce problème de désunion où personne n'est d'accord avec personne, ce problème aussi générationnel entre les plus âgés et les plus jeunes, puis finalement toutes ces conséquences qui sont les conséquences de la crise de 2008, la crise financière qui a été fortement ressentie en Grande-Bretagne. Donc je pense qu'il faut aussi que nous, on se pose la question de comment rendre l'Union européenne plus attractive. Alors c'est vrai que l'Ukraine, c'est vrai que le Covid a finalement plutôt été dans ce sens-là, mais pour éviter que d'autres pays se posent cette même question, ne pas se dire ils sont partis mais nous ça va très bien, parce que je pense que les ferments de ce Brexit, ils sont dans tous les pays. Et en tout cas, quand on dit le système parlementaire britannique, effectivement, est au-dessous de tout, le nôtre n'est pas non plus génial en ce moment. Donc, je pense que voilà, on n'a pas forcément de leçons à donner, et le populisme est quelque chose qui menace aujourd'hui tous les pays européens. Alors, on sortira peut-être pas du système de l'Union européenne, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait aussi, nous, se poser la question de qu'est-ce qui a conduit à ça pour ne pas arriver à ce genre d'extrémité. Marc-Olivier Padis. Moi, je dirais, on est quand même clairement devant un échec britannique. De ce point de vue-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Michel sur le fait que c'est trop tôt pour savoir. Non, là, je pense que maintenant, c'est clair. C'est un échec complet, ce qui est même surprenant. Début de retournement, mais 56% des Britanniques qui regrettent d'être sortis, c'est pas encore vraiment significatif, je trouve, vu l'ampleur de la difficulté. Alors peut-être, comme l'a dit Isabelle de Golemin, ça a produit une clarification qui était nécessaire et par laquelle il fallait passer d'une certaine façon, et qui est favorable aussi pour l'Union européenne, finalement. Je suis assez d'accord. Et je suis assez d'accord aussi sur le fait qu'il y a aussi des problèmes intrinsèques du pays que nous connaissons aussi et qu'il ne faut pas regarder trop de haut. L'Angleterre est très désindustrialisée comme la France, c'est un problème qu'on a en commun. Ils ont un problème avec leur système scolaire qui est trop élitiste, et c'est pareil pour nous. Ils ont un problème de déséquilibre territorial qui nous concerne aussi, et puis ils ont un problème de crise des partis politiques qui est très fort, puisque finalement, si l'opinion britannique a évolué, il y a un blocage politique qui fait que les conservateurs, d'une part, sont bloqués par leur frange extrémiste europhobe, et les travaillistes sont complètement paralysés par une stratégie absurde par laquelle ils ne veulent pas parler de l'Europe pour regagner des électeurs eurosceptiques, justement, qui se sont sentis abandonnés et qui ont été trompés. Donc il y a beaucoup de leçons à tirer, je pense, pour nous, de la situation britannique, et notamment aussi de ce que vous avez évoqué tous les trois, c'est-à-dire cette contradiction, cette collusion monstrueuse qui a permis le Brexit, finalement, entre, moi, ce que j'appellerais, d'un côté, le souverainisme des régulateurs, comme vous l'avez décrit aussi, ce projet de Singapour sur Tamise, mais qui a rencontré l'aspiration à un État social xénophobe. Et cette équation monstrueuse pourrait avoir lieu en France, en fait, cette rencontre entre un souverainisme des régulateurs et un État social xénophobe, qui sont deux expressions contradictoires en elles-mêmes. Et donc, mais on n'est pas à l'abri de ce genre de rencontre. Alors, de là, la question, là je suis aussi d'accord avec Isabelle de Golemin, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est-à-dire, moi je ne crois pas du tout, même si j'ai beaucoup apprécié la métaphore filée du mariage et du divorce de Michel, il n'y aura pas de retour dans l'Union européenne, c'est complètement impossible, parce que les Britanniques ont des aspirations, des attentes qui ne correspondent pas à ça. Et puis, l'Union européenne a continué à avancer. En revanche, on voit bien, moi, je suis quand même très impressionné par le rôle très important que jouent les Britanniques aujourd'hui par rapport à la situation ukrainienne. Là, on ne peut être que frappé par, je dirais, la clarté de leur positionnement,
la qualité de leurs renseignements, la qualité de leur information, le soutien qu'ils apportent à l'Ukraine en termes militaires et en termes de formation. C'est des milliers d'Ukrainiens qui sont formés chaque mois sur le territoire britannique avec une efficacité remarquable. Et là, je trouve qu'on retrouve l'apport, ce qu'on avait perdu de vue un peu, c'est quel est l'apport des Britanniques au continent. Et là, je trouve qu'on le voit à nouveau et on se rend bien compte, alors évidemment l'OTAN est là, mais qu'on ne peut pas se passer de cet apport britannique. Et donc, il va falloir trouver un nouveau mode de relation entre les Britanniques et l'Union européenne. C'est plus difficile de s'entendre sur les questions industrielles et commerciales, malgré le soi-disant pragmatisme britannique, mais sur les questions de sécurité, de défense et de diplomatie, parce que c'est une grande puissance diplomatique, je pense qu'il y a un chantier énorme, il va falloir retrouver une capacité d'accord avec eux. Nicole Nisotto. Oui, alors d'abord, pour répondre à Isabelle, se serait-il passé s'il n'était pas parti? Eh bien, je pense qu'il nous aurait tués petit à petit. Je prends un exemple qui est la crise du Covid. L'Union européenne y a répondu par un saut majeur dans l'intégration, qui est l'endettement en commun. Les Britanniques n'auraient jamais accepté. Jamais. Tout ce qui était intégration des souverainetés était justement ce qui les rendait hystériques. Donc je pense qu'ils nous auraient vraiment bloqués et que pour l'Union européenne, ça a été une libération, le départ des Britanniques. Deuxièmement, pour répondre à Michel, c'est un divorce difficile. Oui, mais la difficulté n'est pas réciproque. C'est pas du tout la même difficulté des deux côtés. Il y a un vaincu, un échec majeur, et puis un petit problème technique que les Européens ont finalement bien géré. Quand on demande à Michel Barnier qu'est-ce que vous retenez de votre négociation sur le Brexit, il dit l'unité des Européens. Il dit ce qui m'a le plus frappé et ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir maintenu l'unité des Européens, et Dieu sait, dit-il, qu'ils ont essayé de la casser. Donc je crois que là, il faut quand même leur dire que nous ne sommes pas dans le même bateau. Leur bateau coule, le nôtre continue sa route. Alors évidemment, et non seulement parce que nous avons été unis, parce que nous le traitons les suites du Brexit avec beaucoup de sérieux, mais un sérieux technocratique, comme la Commission sait le faire. Il faut dire aussi qu'ils nous ont rendu un grand service, parce que un peu en désaccord avec Isabelle, même si le populisme existe partout, ce que le Brexit a montré, c'est que sortir de l'Union européenne, c'est surtout pas la solution. Ni les Italiens, ni les Hongrois, ni les Français, Madame Le Pen a complètement changé d'avis sur la question, et donc ils ont immunisé les Européens contre l'idée qu'il y avait un salut hors de l'Union européenne. Et ça, c'est un très grand service qu'ils ont rendu à l'Union européenne. Alors à l'avenir, moi je crois, comme Marc-Olivier Padis, qu'il n'y a pas de possibilité de retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Il y a possibilité d'une crise un jour, d'un problème avec l'Écosse, ça oui, peut-être. Mais en revanche, la guerre en Ukraine, effectivement, permettrait peut-être de trouver des nouvelles relations. D'une part, je l'avais dit aussi, l'OTAN, un peu comme par miracle, leur redonne un souffle, une place en Europe qu'ils avaient complètement perdue. C'est un autre débat de savoir s'ils sont leaders en matière de livraison d'armes, ou on verra ce qu'ils font. Quand après les chars, après les avions de combat, les Ukrainiens nous demanderont des hommes. Parce qu'il faut quand même bien voir que la vraie différence entre les Ukrainiens et la Russie, c'est que la Russie, elle a des centaines de millions de gens à mettre. Bon, bref, je reviens à mon... Il y a eu l'OTAN qui leur a redonné un rôle, et puis quand même la France, Emmanuel Macron a été celui qui, depuis le Brexit, essaye de ramener les Anglais dans les questions de sécurité, les questions de politique européenne. Il l'avait essayé en matière de défense européenne. Il avait inventé un truc, la France a inventé un truc qui s'appelait l'initiative stratégique européenne, dans lequel il y avait plein de pays non Union européenne, la Norvège et les Anglais. C'était une façon de les remettre dans la défense. Et là, en inventant la CPE, la communauté politique européenne, qui est maintenant une institution de 44 membres qui vont parler des affaires du continent, Madame, comment elle s'appelait, Liz Truss, c'est ça, Liz Truss, elle est venue
à la première réunion à Prague de la CPE en octobre, et elle a proposé que le Royaume-Uni accueille une des prochaines réunions en 2023. Et donc je crois que, comme on alterne un pays non membre de l'Union et un pays de l'Union, il y a la Moldavie, l'Espagne et le Royaume-Uni qui devra accueillir la CPE en juillet. Et donc ça, je crois que pour les Britanniques, on les a quand même beaucoup aidés, nous, Français. Michel Elchaninov. Oui, je suis d'accord avec vous que du point de vue objectif, ce divorce est un échec. Ce qui m'intéresse, c'est le point de vue subjectif et le fait que même à la BBC, on ne prononce pas le mot Brexit ces temps-ci. J'en parlais hier avec un ami anglais qui me disait que sur la BBC, ce mot n'est pas prononcé, c'est-à-dire qu'il y a un tabou quand même, comme on l'a dit, autour de cette question. Et il y a des cadavres dans le placard, c'est-à-dire que beaucoup encore, notamment parmi les dirigeants politiques, attribuent les difficultés économiques au Covid et à la guerre en Ukraine. Or, il faut se souvenir aussi que le Covid a commencé par l'idée qu'il allait y avoir, c'est Boris Johnson qui a dit que c'était pas la peine de se protéger au début parce qu'il y allait y avoir une immunité collective, ce qui a été désastreux, puis un confinement très dur qu'il a lui-même violé dans rue Downing Street, ce qui a provoqué le scandale de son départ. Et pour l'Ukraine, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni a un rôle exemplaire. En Ukraine, on crée des places Boris Johnson à Odessa, à Kiev, etc. C'est-à-dire qu'il est d'une vigueur, enfin, le Royaume-Uni est d'une vigueur et d'une clarté extraordinaire, mais que là encore, il y a beaucoup de cadavres dans le placard. Comme vous le disiez, et comme le montrait Catherine Belton dans son livre sur les hommes de Poutine, le Kremlin et ses proches ont financé la City, une partie de l'économie britannique, en manipulant la justice britannique pendant des années, dans les années 2000-2010. Et puis, il ne faut pas oublier que les services secrets russes ont participé activement au Brexit. Le patron du centre de cybersécurité britannique expliquait qu'il y avait 150 000 faux comptes Twitter qui avaient été créés par la Russie, basés en Russie pour influencer le vote. Donc voilà, donc en fait, on cherche parfois, les hommes politiques britanniques cherchent des alibis pour dire que le divorce se passe mal, en disant c'est le Covid, c'est l'Ukraine, mais il faut bien dire aussi qu'il y a eu une mauvaise gestion et du Covid et des relations avec la Russie pendant des décennies. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions à un sujet français qui est celui des réformes institutionnelles envisagées par le président de la République. Au début de son premier quinquennat, Emmanuel Macron avait présenté aux parlementaires une révision de la Constitution, finalement enterrée au cœur de l'été 2018 à la suite de l'affaire Benalla. Entre les deux tours de la présidentielle, il avait esquissé une autre méthode, s'il était réélu, avec la mise en place d'une commission transpartisane pour réviser la Constitution. Dans un entretien au Figaro le 12 janvier, le secrétaire général du parti présidentiel Renaissance, Stéphane Séjourné, a annoncé, je cite, « Après les retraites, nous devrons réformer nos institutions ». Le même jour, Emmanuel Macron réunissait les présidents de commission des lois de la majorité pour ouvrir le chantier. Stéphane Séjourné a confié à l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et au député de la Vienne, Sacha Houlié, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le soin de préparer la position que le parti défendra au sein de la commission transpartisane. Les conclusions de son travail sont attendues ce mois-ci dans la perspective du premier Conseil national que le parti Renaissance organisera au printemps. Ce chantier comporte quelques grands attendus, une réflexion sur la réduction du nombre de parlementaires, sur la réforme des modes de scrutin, sur le retour au septennat, sur la fin de la Cour de justice de la République. La disparition du poste de Premier ministre pourrait être envisagée, une réflexion pourrait être menée notamment sur le découpage territorial, avec une éventuelle suppression de l'échelon régional. Des réflexions sont aussi promises sur le non-cumul des mandats, qui, à en croire ses détracteurs, a rompu le lien entre démocratie locale et nationale. La question du scrutin proportionnel, cher à François Bayrou, allié du chef de l'État, reste également dans les esprits, même si le parti Les Républicains, majoritaire au Sénat, s'y oppose frontalement. La simplification du recours au référendum pourrait être abordée pour dédramatiser son usage. Le constitutionnaliste Jean-Philippe Desrosiers, à la tête du groupe de réflexion sur l'évolution de la Constitution et des institutions, explique, je cite, qu'il existe deux alternatives pour valider une réforme constitutionnelle. Dans les deux cas, elle doit au préalable être approuvée par les assemblées dans des termes identiques. Ensuite, le texte peut être définitivement entériné soit par référendum, soit par la réunion du Congrès.
Au regard du rapport de force au sein des assemblées, l'adoption des textes pourrait être complexe. L'ancien Premier ministre Édouard Balladur a rappelé que 3 réformes constitutionnelles ont eu lieu au cours de la Troisième République, une seule seulement durant la 4e et 21 pendant la 5e. Selon le directeur général de l'Institut de sondage IFOP, Frédéric Dabi, le sujet de la réforme institutionnelle, je cite, « n'intéresse pas les Français ». Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Le thème de la réforme institutionnelle avait été abordé par le président de la République dans ses vœux le 31 décembre, 1er janvier. Et c'est vrai qu'on avait un peu perdu de vue cet aspect de son programme. Mais cette annonce et tout ce que vous avez rappelé est, me semble-t-il, marquée par une très grande ambiguïté qu'on aperçoit dans la façon dont le sujet est posé dans les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire le sujet vient d'abord de sa première campagne, du profil politique qu'il a construit à ce moment-là, de l'élan réformateur qu'il voulait incarner, l'idée de moderniser les institutions, avec l'idée qu'il y a un consensus en général sur le fait que les institutions ne conviennent pas, que les Français ont le sentiment que la classe politique est déconnectée, que la démocratie n'est pas vraiment effective, et des choses comme ça. Ce premier élan réformateur a été bloqué, comme vous l'avez rappelé, Philippe, par le Sénat, très rapidement, et elle est reprise aujourd'hui dans la perspective, je pense, pour le président de la République, de construire son bilan, de laisser quelque chose, une marque. Et pourtant, il n'y a pas vraiment un projet clair dans ce qu'il propose. Il y a plein de petites propositions qui sont lancées. Et puis, il y a surtout un problème qui est sur quoi s'appuyer pour mener cette réforme. C'est-à-dire quels sont les points d'appui pour un tel projet. Le Sénat, on l'a vu, n'est pas très allant, et nombre de parlementaires voient dans une réforme institutionnelle une mise en cause de leur propre légitimité, et donc ne veulent pas vraiment se lancer dans ce type de projet. Et en outre, l'impopularité croissante du président de la République lui interdit sans doute le recours au référendum. Donc on ne voit pas bien la voie politique pour ça. Et en outre, comme vous l'avez rappelé, c'est absolument pas la priorité des Français en ce moment, qui sont plutôt préoccupés par le pouvoir d'achat, l'inflation, les questions liées à la transition environnementale, le coût de l'énergie, le logement, etc. Alors, le deuxième aspect de l'ambiguïté de ce sujet, c'est les conditions de la réélection d'Emmanuel Macron face à l'extrême droite, qui ont reposé sous une forme différente cette question institutionnelle, puisque pendant sa campagne électorale, Emmanuel Macron, qui pensait avoir une majorité parlementaire facilement, a commencé à dire qu'il faudrait apprendre à gouverner autrement, qu'il avait compris le message, que Jupiter allait laisser la place à un autre mode de gouvernance. Et donc, cette idée de gouverner autrement, ajouter de la concertation, laisser plus de place à des dispositifs participatifs qui sont assez en vogue, tout ça était prévu dans le programme du président et pourrait faire partie de façon intéressante d'une réforme institutionnelle, mais c'est confronté au fait que, comme le président n'a pas de majorité, c'est le Parlement qui est aujourd'hui revalorisé, et donc c'est lui qui a son mot à dire. Mais pour autant, le président n'a pas abandonné l'idée de formats différents, participatifs, délibératifs, notamment avec le Conseil national de la refondation, dont David Jaïs nous parlera peut-être un jour, je l'espère. Et malheureusement, le projet de réforme le plus emblématique de ce début de deuxième quinquennat, c'est une réforme des retraites qui est menée complètement à contresens de la promesse de gouverner autrement qui avait été faite pendant la campagne électorale, c'est-à-dire sans l'appui des partenaires sociaux, sans concertation, sans prendre le temps, de façon technocratique, et donc avec un risque de passage en force. Donc on perd complètement le fil de ce projet réformateur. Il reste néanmoins la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui se déroule de façon intéressante, me semble-t-il, et qui pourrait déboucher sur quelque chose. Reste qu'il faudra à un moment une reprise politique de ce que proposeront les citoyens conventionnels, et par le Parlement ou autrement. Et il faudra trouver la bonne manière d'articuler pour montrer qu'on peut, moi ce que je pense vraiment, qu'on peut articuler convenablement
une démocratie délibérative renouvelée avec une démocratie représentative maintenue, parce qu'il n'y a pas de concurrence entre le député et les citoyens tirés au sort pour une convention citoyenne, mais ça reste à inventer et à démontrer. Isabelle de Golemin. Oui, alors je pense qu'on peut peut-être prendre le pari autour de cette table qu'il n'y aura pas de réforme constitutionnelle et institutionnelle, parce qu'on ne voit pas politiquement, vous l'avez bien dit Philippe, il ne peut pas, enfin, il n'a pas la majorité qu'il faut, donc il n'y en aura sans doute pas. Et est-ce que c'est grave? J'en sais rien. C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment ça le problème? On voit bien qu'il y a un besoin de ce qu'on appelle de respiration démocratique. Il y a eu les gilets jaunes aujourd'hui avec les réformes de la retraite. On voit bien que ça marche pas, que il y a des parties entières du territoire français qui sont complètement déconnectées, etc. Donc effectivement, il y a sans doute besoin de revisiter un peu ce fonctionnement démocratique. Mais est-ce que ça peut se faire par une réforme constitutionnelle? Il y en a eu déjà beaucoup. Alors maintenant, on dit on va repasser à un septennat. On abandonne le quinquennat alors qu'on vient de prendre le quinquennat. Bon, donc je sais pas bien quel serait l'intérêt de ça. C'est vrai qu'on a, mais ça c'est depuis le discours de Bayeux de 1946, cette ambiguïté de notre système institutionnel de la Ve République entre un système présidentiel et un système parlementaire. On est quand même beaucoup plus vers un système présidentiel, mais avec un parlement qui n'a pas la possibilité de faire de contre-pouvoir. Mais quand on voit aujourd'hui, comme vous le disiez bien, Marc-Olivier, que le Parlement finalement est ressorti plutôt vainqueur de ces dernières élections, au sens où il n'y a pas une majorité comme ça de gens qui vont obéir au doigt et à l'œil au président. Il est vainqueur, mais c'est quand même terrible ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, il est vainqueur, sauf que c'est pour l'instant, en tout cas, une vaste pagaille, et qu'on voit bien que le problème n'est pas tellement, finalement, l'institution et la réforme institutionnelle, que le fait que les partis, aujourd'hui, sont incapables de travailler à négocier, à discuter, etc. On voit bien sur les retraites, la droite qui n'a cessé de réclamer une réforme des retraites, aujourd'hui, elle fait quand même obstacle, elle rechigne à y aller, etc. Bon, je pense qu'elle va quand même y aller, mais il n'y a pas d'unité politique, même dans ce petit parti que sont devenus les Républicains. Donc peut-être que le problème, il est moins sur une réforme des institutions que sur un travail au niveau des partis, de la formation, etc. Et alors pour l'histoire de la Convention citoyenne, c'est vrai, je trouve que c'est intéressant comme innovation, ça va peut-être rester. Après, il faut voir ce qu'il va en faire. Il ne faut pas que ça soit la même déception que pour l'écologie, mais en tout cas, ça permet de faire parler d'autres gens, etc. Donc il me semble que en tout cas, le débat là n'est pas univoque et qu'il y a de vrais problèmes qui sont traités. Mais c'est sûr que une réforme institutionnelle, alors que les Français n'en veulent pas, et puis en plus, le problème de cette réforme institutionnelle, c'est qu'en fait, le problème, c'est le président. Donc, tant que ça vient par le président, par le haut, enfin, je veux dire, c'est lui le problème. Donc, il va pas se réformer lui-même. Enfin, il y a quelque chose peut-être, effectivement, de plus travailler avec les corps intermédiaires. Et là, sur les retraites, c'est quand même très mal parti, puisqu'on voit que le syndicat réformiste n'a pas été associés, en tout cas, ils ont complètement manqué le coche d'associer la CFDT à la réforme des retraites. Et c'est vrai que ces fameux corps intermédiaires, pour l'instant, on continue à avoir un système très jupitérien qui les ignore complètement. Et c'est peut-être là que pourrait se faire un début de réforme des institutions qui ne passerait pas par une révolution constitutionnelle. Michel Elchaninov. J'ajouterais quelques arguments pour dire qu'effectivement l'affaire est mal engagée, que c'est une équation très compliquée et que pour l'instant elle n'a jamais été vraiment résolue en France, et elle peut même se transformer quand même en véritable piège pour Emmanuel Macron, alors que le point de départ est quand même très clair et très important, à mon avis, c'est que les Français veulent plus de démocratie. Emmanuel Macron le dit lui-même, il dit il faut redonner de la souveraineté au peuple. Alors il dit pas il faut rendre la souveraineté au peuple, comme dirait Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, mais c'est de la souveraineté. En tout cas, il y a une demande de démocratie qui est très forte et à laquelle il faudrait répondre. Et pourtant, je suis d'accord avec vous, il semble que la réponse pour l'instant soit complètement floue et pas satisfaisante, pour trois raisons, à part celles que vous avez déjà énoncées, notamment le point d'appui qui va être très compliqué, parce que on tourne un peu en rond, c'est-à-dire qu'on a l'impression que
on a fait des réformes pour corriger des inconvénients. On est passé au quinquennat, on a créé des super-régions, on a décidé de la règle du non-cumul des mandats. Et donc, il s'agissait de lutter contre les obstacles qui étaient apparus en cours de route, si j'ose dire, c'est-à-dire les inconvénients de la cohabitation, la complexité liée à la multiplicité des échelons administratifs, les risques de conflit d'intérêts entre mandat local et national. Donc, on corrige et en fait, ça crée des nouvelles difficultés. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire on a l'impression d'une machine qui avance en se corrigeant, mais sans principe général clair. C'est-à-dire que les élections législatives, jusqu'à la dernière, sont considérées comme un enregistrement du résultat des présidentielles. Les régions sont trop vastes et pas forcément cohérentes. Il y a une perte de lien entre réalité locale et représentation nationale. Donc, en fait, en voulant simplifier, on crée des nouvelles difficultés. Donc, Emmanuel Macron propose, alors on ne sait pas ce qu'il propose encore, mais enfin, les pistes sont effectivement évoquées par Stéphane Séjourné, rétablir le septennat et des législatives de mi-mandat, ça veut dire que le risque de cohabitation revient. Créer un Conseil national de refondation, comme ça a déjà été fait, ça permet, enfin ça peut être concurrence au travail des parlementaires. Emmanuel Macron n'exclut pas les référendums, mais il faut toujours éviter qu'on juge plus l'auteur que la question. C'est-à-dire qu'au fond, je crois que la pensée d'Emmanuel Macron là-dessus n'est pas claire et qui manque d'une mesure très simple, très forte, qui serait, par exemple, ce qui est quand même promis par Emmanuel Macron et par quand même beaucoup de candidats depuis des années, qui serait l'introduction de plus de proportionnel, c'est-à-dire d'une forme de réhabilitation de la démocratie représentative par la proportionnelle. On connaît toutes les difficultés que ça pose, mais qui permettrait, disons, de hiérarchiser les choses au lieu de donner l'impression soit d'ajouter des appendices, soit de vouloir rebricoler un système qui, de toute façon, se corrige en permanence. Ensuite, je dirais très rapidement que finalement, ces allers-retours, ils expriment des tensions propres à notre régime, hein, vous l'avez bien dit. Il y a la démocratie participative, représentative, bien sûr, il y a la démocratie délibérative, il y a la démocratie participative, et il faut réussir à articuler tout ça, et ça n'a rien d'évident, et là encore, il me semble qu'il manque vraiment une mesure très forte. Et puis enfin, je dirais quand même qu'il y a une question mais ça vous l'avez dit, Marc-Olivier, une question de temporalité. Est-ce que c'est le moment, après avoir malmené une réforme des retraites, de vouloir changer les institutions, avec quand même un non-dit très puissant et qui me trouve gênant, c'est la peur que le Rassemblement national arrive au pouvoir aux prochaines élections. Ce qui a beaucoup de conséquences, mais je trouve que le non-dit est un peu pesant et la peur n'empêche pas le danger, et il y a quelque chose qui pèse sur notre vie politique qui n'est pas dit. Nicole Nisotto. Oui, rapidement, 3 réflexions complémentaires. La première, c'est le lien entre la crise politique française et la réforme institutionnelle. Il y a une vraie crise politique dans ce pays, de méfiance à l'égard de la démocratie, l'abstention électorale, la critique de la verticalité du pouvoir, etc. Et est-ce qu'on peut régler cette crise, ou en tout cas la réduire par des questions institutionnelles? Je crois que oui, partiellement. Il y a au moins 2 réformes qui permettraient de régler un peu cette crise, qui est la proportionnelle et le référendum d'initiative citoyenne. Or, ce sont les 2 réformes pratiquement impossibles, le plus impossible. Pourquoi ? Parce que la proportionnelle met en contradiction Bayrou et Marine Le Pen, et donc on voit bien que une dose de proportionnelle pourrait accélérer la venue au pouvoir de Madame Le Pen, et Macron ne veut pas être responsable de cette catastrophe. Et deuxièmement, le référendum d'initiative citoyenne, à un moment où le Parlement est vainqueur, même s'il est dans un désordre indescriptible, je doute que les parlementaires eux-mêmes, maintenant, aient envie de le voir mettre en œuvre. Donc voilà, c'est une espèce d'impasse qui n'est pas liée à Emmanuel Macron. En revanche, ma deuxième réflexion, c'est que cette crise politique française, il en est largement à l'initiative. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais quand même, c'est lui qui, dans sa première campagne électorale, en même temps, a détruit les partis politiques traditionnellement représentatifs. Il a fait rentrer effectivement au Parlement une nouvelle génération de sociétés civiles. Rappelez-vous, il y avait 70% de nouveaux députés en 2017. Mais du coup, il a cassé un système dont maintenant il essuie un peu les conséquences, puisque la vraie conséquence de ce
en même temps, ni droite ni gauche, ça a été la montée des extrêmes, LFI d'un côté et Marine Le Pen de l'autre. Donc je trouve qu'il a une vraie responsabilité dans la crise politique, et là, pour le coup, c'est pas avec des réformes institutionnelles qu'il peut la résoudre. Enfin, troisième réflexion, moi, ce qui m'étonne beaucoup dans toutes les réflexions que Stéphane Séjourné ou d'autres, dans toutes les idées qu'ils égrènent pour montrer ce que pourrait être le contenu de la réforme institutionnelle, il y a un manque qui me paraît incompréhensible. C'est une réforme sur ce que j'appelle des institutions d'urgence. Emmanuel Macron a connu depuis pratiquement ses 2 mandats des situations d'urgence. Il a eu la fin du terrorisme, il a eu le Covid et il a la guerre en Ukraine. Et à chaque fois, il a géré, pas en inventant des institutions, entre guillemets, d'urgence. Il y a eu le Conseil de défense qui est traditionnel, mais qui l'a réuni plus que jamais aucun autre président de la République. Il a créé le Conseil de défense sanitaire, ça dit bien quelque chose, Conseil de défense sanitaire. Là, sur la crise du nucléaire français, il vient de créer un Conseil national du nucléaire. Autrement dit, il n'arrête pas de créer des mini-institutions de crise pour gérer des crises réelles. Or, il n'y a aucune réflexion globale sur comment une gestion de crise, si ça devait devenir la façon normale de gouverner à l'avenir, par exemple l'idée d'avoir un Conseil national de sécurité globale auprès du président de la République, là il n'y a strictement rien. Isabelle de Golemin. Oui, peut-être juste par rapport à la faute d'Emmanuel Macron ou sa responsabilité dans la situation actuelle. Oui et non, parce que c'est vrai que tous les autres pays européens sont un peu dans ce cas-là. Enfin, peut-être pas l'Allemagne, effectivement, qui est toujours formidable par rapport à d'autres, mais on a quand même une crise, que ce soit en Italie, en Espagne, on a eu, bon, ça a l'air d'aller mieux aujourd'hui. On a parlé de la Grande-Bretagne, on a la Belgique. Bon, il y a quand même aujourd'hui l'ensemble des démocraties européennes ont ce problème-là de manière peut-être différente. Donc oui, Emmanuel Macron, mais en même temps, c'est quelque chose qui est un peu dans toute l'Europe. Et puis la deuxième chose, par rapport à crise d'urgence, mais aussi peut-être par rapport aux services publics. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, il y a un énorme problème dans les services publics, que ce soit l'éducation, la santé, etc. En France. Il y aurait une réflexion à avoir qui passe pas forcément par une réforme de la Constitution. Et là où il pourrait être à la fois, finalement, ce dont il rêve, l'État réformateur ou le président réformateur et le président protecteur. Et ça serait sans doute plus valable pour lui et plus intéressant de s'attaquer à ce chantier plutôt qu'une réforme institutionnelle un peu fumeuse. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions maintenant à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'introduirai en disant que la Hongrie contemporaine ne nous donne pas beaucoup de raisons de l'aimer, raison de plus pour aller la chercher là où elle est éminemment aimable, c'est-à-dire dans sa littérature. Et je voudrais donc recommander Dernier jour à Budapest de Sándor Márai, que l'on trouve édité au livre de poche. Márai imagine qu'un personnage réel, l'écrivain Gyula Krudi, surnommé Sinbad, parti à la recherche de l'argent nécessaire à l'achat d'une robe pour sa fille et au règlement d'une facture d'électricité, se laisse emporter par un impérieux besoin de flâner dans une ville dont chaque quartier ouvre les vannes de sa mémoire, inspire sa nostalgie et nourrit sa conviction que les Hongrois sont voués à la solitude des anti-héros. En effet, écrit Márai, le peuple hongrois vit au milieu des grandes puissances, slaves et germaniques, dans la même solitude qu'une tribu bédouine dans le désert. Personne ne comprend sa langue, ses caractéristiques ethniques et ses traditions ont plutôt tendance à être considérées comme un folklore exotique et non comme un ensemble organique faisant partie des civilisations qui l'entourent, et tout ce qui est lié à ce peuple est comme recouvert de sable par la solitude. C'est sur cette Hongrie solitaire que Sinbad a écrit. Bousculé par ses souvenirs comme une boule de billard électrique, Sinbad ne trouvera jamais l'argent de la robe et de la facture d'électricité, et il le regrettera moins qu'il ne le fera des hippodromes où l'on allait pour le plaisir de voir courir les chevaux et non pour gagner au tiercé, des bains où l'on traînait non par souci d'hygiène mais parce qu'ils étaient les meilleurs salons où l'on cause, des cafés dont les maîtres d'hôtel donnaient leur avis sur les livres des écrivains qu'ils servaient, et des fêtes que l'on donnait pour célébrer un homme qui avait réussi à vivre 40 ans sans jamais exercer aucun métier. Marc-Olivier Padis. Je voudrais recommander cette semaine le magazine L'Histoire, qui, dans son numéro de février, fait un numéro spécial sur l'Ukraine, le retour de la guerre en Europe.
numéro très bien construit, avec notamment une réflexion, une clarification de l'historien Bruno Cabane sur toutes les notions de crime d'agression, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, des termes qui sont employés et qui sont assez difficiles à démêler, mais c'est très utile la façon dont il explique tout ça. Des très bons papiers aussi sur la situation de l'armée russe, sur la référence à l'histoire et bien sûr sur l'histoire ukrainienne qui est très utile. Et en complément, puisque Mario Vargas Llosa a été élu à l'Académie française, il y a un grand article sur la comédie humaine de Mario Vargas Llosa par Gilles Bataillon, qui est un spécialiste de l'Amérique du Sud, qui fait le portrait de ce grand écrivain. Et donc ça fait vraiment un bel ensemble pour ce magazine L'Histoire du numéro de février. Isabelle de Gaulle. Alors donc après la Hongrie, l'Ukraine, moi je vous emmène dans le Cantal avec le dernier roman qui est d'ailleurs beaucoup plus exotique. C'est plus exotique, voilà. Le dernier roman qui est d'ailleurs plus une grosse nouvelle de Marie-Hélène Lafon. Alors d'abord parce que j'aime beaucoup cette autrice et que je trouve que son style est vraiment intéressant. Et puis ensuite elle va parler du problème de la violence conjugale et de la violence sur les femmes, mais elle en parle de manière, je trouve, assez intéressante. D'abord parce on le comprend petit à petit et finalement on vit cette espèce d'enfermement et cette terreur que ça peut être pour une femme, notamment dans un milieu rural où elle est complètement isolée, de se retrouver battue par son mari. Et c'est assez triste parce que cette femme n'aura d'autres solutions finalement que de revenir près de ses parents, mais elle va quand même essayer de se libérer. Et aussi, elle donne la parole à l'homme. Et on voit très bien comment pour l'homme c'est pas un problème de battre sa femme et comment finalement la femme voilà, il comprend pas qu'on dise que c'est un problème et je trouve ça très intéressant. Alors ça se passe dans les années 60, c'est semble-t-il assez autobiographique, hein. C'est la mère de Marie-Hélène Lafon, semble-t-il, qui a eu ça. Mais je trouve que pour un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, des violences conjugales, là il y a une manière peut-être plus nuancée, plus profonde d'entrer dans cette question. Nicole Nisotto. Oui, alors, moi, je viens de terminer la lecture du 5e tome, si je puis dire, de Pierre Lemaitre, Le silence et la colère, paru chez Calment-Lévy. Pierre Lemaitre avait eu le Goncourt en 2013 pour un roman exceptionnel qui s'appelle Au revoir là-haut, l'histoire d'une escroquerie au monument aux morts pendant la guerre de 14. Et depuis, il poursuit son histoire de France par le bas, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une famille qui a été créée par l'escroc du premier roman, la famille Pelletier, en changeant de nom, etc. Et après l'exode de 40, après un roman exceptionnel sur la guerre d'Indochine qui s'appelait Le Grand Monde, là on est au début des années 50, en 1952, et donc on poursuit l'histoire de France à travers les enfants de cette famille, et on y trouve des thèmes alors que moi j'ai complètement découvert, par exemple la question de l'avortement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec ces commissaires à la natalité qui existaient dans tous les villages pour traquer les femmes qui osaient avorter et les mettre en prison. Enfin, il y a des paragraphes, c'est vraiment très très intéressant, en 52 encore. Hein. On y trouve aussi... Le Parti communiste était extrêmement favorable à la natalité et ça a aidé beaucoup à cette oui, c'est vrai. police. Après, c'est Pétain, je crois, qui avait écrit cette police. Oui, absolument. Oui. C'est Vichy. Et on y trouve aussi alors toute une réflexion sur la modernité, parce que EDF amène l'électricité dans les campagnes, tout cela en cassant un barrage, en inondant des villages entiers. D'ailleurs, moi, je sais que mes grands-parents habitaient près de Tignes, un village qui a été complètement inondé par le... Donc, c'est tout à fait... Moi, j'adore cette histoire de France qui est à la fois réelle et parfaitement romanesque. Il y a aussi toute une réflexion sur le journalisme populaire qui se crée à ce moment-là, sur les faits divers comme un phénomène de société. Puis, il y a des personnages incroyables, comme la Geneviève, une des belles filles de la famille Pelletier, qui est, après Folcoche, je crois, l'incarnation la plus extraordinaire de la méchanceté maternelle. Les faits divers ont été l'aliment de la presse populaire bien avant les années 50. Bien avant, c'est même l'affaire Trottmann qui a déclenché la plus grande vente de journaux populaires. Michel Elchaninoff.
Alors, pour continuer de voyager et nous réchauffer un peu, je vous propose un livre de cuisine. Alors, vous savez, c'est ces livres de cuisine un peu nouvelle génération qui ne se contentent pas d'aligner des recettes, mais proposent une évocation d'une culture, de lieux. Et là, il s'agit de Black Sea, donc Mer Noire, de Caroline Eden chez Hachette. C'est un très, très bel objet avec une couverture noire et argentée, une tranche noire. Enfin, c'est assez magnifique. Et ça propose donc non pas une cuisine nationale du type recette chinoise, recette italienne, mais de voyager autour de cette mer relativement peu connue et quand même aujourd'hui au centre des questions géopolitiques contemporaines. Alors on va en Roumanie, on mange de la shorba, enfin on aimerait bien, en regardant le livre, manger des soupes acides, de la shorba ou des boulettes de polenta et de fromage. En Bulgarie, en Turquie, mais avec des recettes pas très connues, des recettes de borek que je connaissais pas notamment, avant d'aller vers Trabzon, etc. Donc c'est très beau. Et puis surtout, il y a un grand chapitre sur Odessa. Alors Odessa, c'est une ville extraordinairement belle. C'est une ville qui aujourd'hui est menacée, qui est heureusement classée depuis quelques semaines au patrimoine de l'UNESCO, mais qui est véritablement une splendeur, construite à partir du XVIIIe siècle, au sud de l'Ukraine, sur la mer Noire. Et là, il y a une très belle évocation du marché d'Odessa, de ses rues, puis de son côté cosmopolite, bien sûr, parce qu'à Odessa, en fait, ça s'exprime dans la cuisine. Il y a des plats qui sont un mélange d'influences ukrainiennes, russes, italiennes et juives, bien sûr, puisqu'Odessa est une ville avec une grande population d'origine juive. Et donc, par exemple, je vous invite à découvrir le forschmack, alors qui est un pâté de hareng mélangé avec de la pomme granny et des radis. Je l'ai essayé. Et bien non, c'est délicieux. Et c'est l'occasion de découvrir ce qu'adorent les Odessites aujourd'hui. Quand on va à Odessa, on mange du forschmack et on découvre dans ce livre des plats qu'on n'a vraiment pas l'habitude de préparer. Donc, comme on dit dans les émissions culinaires des années 60, vous étonnerez vos convives en préparant ces recettes. Black Sea de Caroline Eden chez Hachette. Merci beaucoup. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée. À Benoît Carré qui va en assurer le compendium et devoir trouver l'orthographe du pâté de hareng avec des radis et de je ne sais plus quoi. À Nicolas Tourneau qui veille à notre site et à Olivier Magloire qui veille à notre plateforme. Merci à Adrien Beccaria qui enregistre cette conversation, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui la produisent. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.